Ce qui est vraiment le plus important, on n'est pas trop abordé ce sujet, c'est notre conduite et notre façon de skier ensemble dans les zones avalancheuses. C'est clair, quand on prend des statistiques un peu brutes, là où il y a le plus d'accidents mortels, c'est dans les avalanches multivictimes. C'est dès qu'il va y avoir du nombre sous la neige. Donc c'est sûr que des distances de skieurs entre plusieurs skieurs, des points de ralliement dans des îlots qu'on peut considérer comme safe, c'est vraiment vers ces démarches qu'il faut aller. Et c'est vrai que le multivictime, c'est ce qui fait le plus peur. Voilà. On pense à nos accidents de cette année, les militaires en Val-Fréjus, les enfants aux Deux Alpes, il y a quelques années des racketteurs en Suisse. Tout ça, c'était des cas dramatiques de multivictimes, ils étaient tous ensemble, tous regroupés. Et même le même type d'avalanche avec une seule personne, forcément c'était différent. Mais en tout cas, bon, voilà. La moyenne générale, parce que c'est intéressant d'avoir ça en tête, une avalanche en moyenne, en gros c'est 50 mètres de large sur 100-120 mètres de long. Donc c'est pas des monstres non plus, c'est pas des trucs, c'est pas le versant entier de la montagne qui s'effondre. Voilà, faut pas avoir toujours ces images. Il y a aussi ça, mais statistiquement, c'est pas des trucs énormes. Et c'est une personne qui est ensevelie sous 1 mètre de neige. En gros, voilà, ça c'est les moyennes et les stats. Voilà. C'est toujours intéressant de relativiser et de se remettre ça en tête. Par contre, dès qu'il y a 3 personnes qui sont ensevelies, il y en a un qui est décédé, il y en a un qui est aux urgences graves, et le premier qui a été retrouvé, lui, ça va pas mal. Ça c'est pareil, hein, c'est des stats, faut pas trop, mais c'est quand même intéressant de mettre le point vraiment sur la problématique de la multivictime et du ski ensemble. Dès qu'on a un doute, on prend des distances, on y va en par un, on se regarde les uns les autres, c'est pas chacun dans son coin, voilà, on s'arrête, on se regarde. Le risque, c'est une méthode qui a été développée par un guide suisse qui s'appelle Werner Munter à la base, puis qui a été ensuite modifiée par le syndicat des guides, l'ENSA. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Ça s'appelle les méthodes 3x3, et où on croise 3 critères avec 3 filtres décisionnels successifs. Donc le premier filtre, c'est lors de la préparation de sa journée du lendemain en fait. Donc on a 3 critères qui sont le facteur humain, les conditions et le terrain. Et donc on va préparer sa journée du lendemain, et cette méthode du 3x3, elle nous amène à nous poser des questions et à y répondre et nous orienter pour la suite de la course. Donc, dans le facteur humain, on se pose la question de son état physique et psychique, et puis des collègues avec qui on va faire la sortie. Et puis, est-ce que le projet est en corrélation avec le niveau technique de son propre niveau technique, et puis le niveau technique, l'expérience des participants. On regarde aussi l'équipement, si tout le monde est bien équipé. Ensuite, on va regarder le BRA. Le BRA, c'est le bulletin de risque d'avalanche. Donc, on se fie bien à ça. Hein. Les prévisions météo. Et puis surtout, ce qui est super important, si on peut le faire, c'est de contacter des gens qui ont été dans le coin. Donc, il ne faut pas hésiter, je pense, quand on va skier dans une station de ski pour faire du hors-piste, aller voir les pisteurs, leur demander s'ils ont fait un plan de déclenchement d'avalanche, comment c'est, aller discuter avec eux. Et puis si on va à un endroit, pas hésiter à contacter le bureau des guides locaux et demander quelles sont les conditions. Donc dans la préparation, la recherche d'informations sur les conditions locales, elle est vraiment primordiale. On peut aussi se fier, il y a des sites internet qui donnent les conditions. Donc là, il faut faire attention parce qu'on n'a pas de retour sur les compétences des gens qui ont donné les informations. Donc il y a eu sur des sites internet des gens qui n'ont pas de compétences, qui disent c'est super dangereux, mais ils ont une chance incroyable parce que l'avalanche n'est pas partie. Et ça, on ne peut pas le savoir sur internet. Voilà. Ensuite, on prépare sa sortie avec la carte, avec des topos, avec des photos. Voilà. Si on connaît, on se rappelle du terrain, et ainsi de suite.
Puis ce qui est très important dans cette phase, c'est de, si on est dans un risque 3 par exemple, d'aller localiser les pentes les plus raides de la sortie. Ça, je vous disais, c'est assez facile avec les nouveaux outils, avec SkiTrack par exemple, ou même maintenant sur Iphigénie, ceux qui ont, moi j'ai un iPhone, mais sur Iphigénie ou sur, ça existe aussi, les logiciels de cartographie sur les autres Android et Google. Là. Et il y a moyen d'avoir toutes les zones à plus de 30 degrés qui sont colorées. Donc là, ça permet vraiment de faire une préparation facile et évidente. Donc comme je disais tout à l'heure aussi, avec les déclenchements à distance, on va éviter les zones à plus de 30 degrés, mais il faut se méfier aussi des zones qui sont en dessous des zones à plus de 30 degrés, à cause des déclenchements à distance. Ensuite, on passe au second filtre. Et ben là, c'est quand on arrive sur le terrain. La première chose, c'est contrôle de l'équipement de tout le monde. Tout le monde a bien son ARVA, sa pelle, sa sonde, son ARVA avec des piles. Et puis, à chaque point de décision, donc les points de décision, ça peut être à chaque fois à nouveau un endroit où il y a une pente qui va être à plus de 30 degrés, ça peut être un endroit qui va être exposé avec une barre rocheuse, et bien on se repose ces questions, si tout le monde est en forme, si tout le monde va bien physiquement, mentalement, si le niveau à ski des participants correspond avec la difficulté qu'on rencontre dans le terrain, et ainsi de suite. Et puis on se repose aussi des questions sur la neige, donc deuxième critère. Voilà, au printemps, si on a du redoux, si c'est ensoleillé, s'il y a un risque d'avalanche de fonte, voilà, et ainsi de suite. Et puis on peut, donc il existe des grilles d'évaluation, on peut faire, ça, on peut rentrer dans les détails, ces grilles d'évaluation on le trouve aussi sur internet, qui permettent de faire des évaluations locales du risque d'avalanche. Voilà. On fait un petit point météo aussi, si on voit clair, s'il y a la nébulosité, s'il y a des précipitations, des températures. Voilà. Et puis après, à chaque fois, des réponses trop négatives à ces questions, ils vont faire qu'on va peut-être modifier notre programme ou carrément voilà, faire demi-tour. À chaque point. Dernier critère, le terrain. Est-ce que la représentation qu'on s'était fait de cet endroit, elle correspond à ce qu'on a maintenant sous les yeux, au niveau du relief, des pentes, des quantités de neige, de tout. Voilà. S'il y a des traces ou pas. Puis là, on parle des traces de ski déjà présentes, sont-elles adaptées au terrain. Une trace, c'est pas un synonyme, voilà, de stabilité, on l'a vu. Et c'est pas non plus... les gens qui ont tracé ont peut-être pas tracé forcément au meilleur endroit. Donc il ne faut pas hésiter dans certains cas, si on trouve que la trace ne correspond pas à la sécurité optimale, à refaire la trace. Et puis dernier filtre, c'est juste à chaque passage clé, et on se repose à nouveau les mêmes questions sur l'état physique, sur les choses. Et on reprend les décisions. Donc toujours facteur humain, les conditions, on fait un check météo, et puis le terrain. Est-ce que voilà, la pente la plus raide à laquelle on est confronté, elle n'est pas trop chargée? Est-ce qu'elle nous fait peur? Est-ce qu'on entend des oufs? Est-ce qu'il y a des pentes qui nous dominent? Voilà. Donc cette méthode, elle permet vraiment de se poser un peu tout le temps les bonnes questions et de ne pas oublier de choses qu'on pourrait oublier une belle journée où il fait beau et où on ne pense plus qu'à aller s'éclater dans la poudreuse. Voilà. 4 secondes, t'as 150 de balance.